part nazo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango. Et elle va dans tous les sens. Nous n'allons pas traiter de tous les sujets de l'heure. Nous en avons sélectionné quelques-uns, notamment l'opération de l'enrôlement à Kinshasa et les perspectives électorales dans son ensemble. Et là-dedans, nous allons évoquer le climat qui prévaut actuellement sur l'étendue du territoire national. Est-ce qu'il se prête mieux à l'organisation des élections? Nous parlerons également des sanctions ciblées contre certaines personnalités de la République démocratique du Congo et nous évoquerons l'affaire Tambo Mwamba, mais également cette autre nouvelle qui nous vient des provinces. Les gouverneurs de provinces tombent les uns après les autres, d'autres sont encore sous les coups de motions de censure. Alors, vous avez appris, le directeur de cabinet du Premier ministre a lancé un communiqué intimant à tous ceux qui détiendraient un véhicule de la primature de le remettre en délai 72 heures. Nous allons poser la question à notre invité qui n'est personne d'autre que M. Jean-Bertrand Ewanga. Il est président national du Front citoyen pour la République. Il est secrétaire exécutif de l'alternance pour la République. Il est membre du Conseil des sages du Rassemblement. Mais il est scientifique. C'est un chef de travaux à l'Université nationale pédagogique. Il est doctorant. Il prépare sa thèse. Notamment sur quoi? Bonjour et bienvenue, Monsieur Bertrand. Merci beaucoup. Alors, vous préparez votre thèse sur ma quoi thèse exactement? sur l'africanistique. Je complique un peu, c'est-à-dire les lettres et civilisations africaines. Tout à fait. Oui, je voudrais valoriser nos langues, notre culture. Et je crois que c'est une très bonne chose. Nous avons eu beaucoup de travaux des étrangers missionnels et autres, mais je crois que nous-mêmes, nous pouvons, dans la langue et dans les langues du pays, essayer de faire passer le message pour que les générations futures se retrouvent quand même dans cet apport culturel de nos anciens qui risquent de périr avec la technologie et le changement. Ok. Votre ambition, elle est loyale, elle est même louable, mais on a constaté que depuis des siècles, il n'y a pas une critique spécifiquement africaine pour l'exercer sur les œuvres des Africains. Oui, il y a des critiques. Il faut féliciter l'élite africaine d'aujourd'hui. Il y a Kizerbo qui a publié l'histoire de l'Afrique. Il y a Théophile Obenga. Tchèque Diop, ce sont des savants que nous avons chez nous qui font de bon travail et au Congo également. Et nous allons suivre les traces de tout ce monde pour valoriser nos richesses qui sont inestimables. Alors, à quand viendra une critique spécifiquement africaine qui sera admise par l'univers entier, donc le monde scientifique globalement? Ben, c'est pourquoi nous faisons des études. Et les études se font. Et l'Afrique s'affirme déjà sur l'échiquier international au niveau de la science. C'est-à-dire que les scientifiques africains apportent un élément nouveau dans la conception. L'eurocentrisme où tout était confié toujours aux Blancs, et je veux dire aux Européens. Aujourd'hui, nous sommes dans une révolution pour que l'Afrique ait aussi ses savants, ses chercheurs qui puissent s'affirmer anthropologues, linguistes, ethnologues, sociologues et autres. Mais je crois que les travaux sont... C'est un problème du politique. Mais il y a des pays où les choses sont déjà prises au sérieux. D'accord. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches. Merci. Et nous croyons que dans les jours à venir, nous vous recevrons ici comme
docteur et professeur des universités. Merci. Revenons à l'essentiel. À l'essentiel. L'enrôlement à Kinshasa et la perspective électorale en République démocratique du Congo. Maintenant, tous le 969 centres d'enrôlement sont opérationnels à Kinshasa. Et donc, dans les chefs de la CENI, on a comme la détermination pour aller aux élections. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Non, il n'y a pas de détermination parce que la CENI est enchaînée et piégée par le pouvoir. Même si le même pouvoir prétend que c'est la CENI qui organise les élections, ce n'est pas la CENI qui fournit de l'argent. L'argent doit venir du gouvernement. Et la logistique également. Donc, les atermoiements de la CENI, toutes ces gesticulations à pouvoir gagner du temps pour justifier par la suite qu'on n'a pas pu enrôler tout le monde, tous ces retards au niveau de Kinshasa, on a des problèmes des informaticiens. Oui. Ce n'est pas concevable. Nous avons beaucoup d'écoles ici qui forment des informaticiens. Ceci est fait dans le cadre d'une démarche, d'une dynamique qui consiste à ne pas organiser les élections cette année. Et il n'y aura pas d'élections parce que vous voyez vous-même la situation du Kasaï. Ça serait un argument de taille qui vont pouvoir avancer en disant on ne sait pas organiser les élections parce qu'il y a la situation au Kasaï. Et alors ils ont aussi minoré la population de Kinshasa. Ils attendent 4 millions dans une population de plus de 15 millions d'habitants. Comment est-ce qu'on peut... Ce week-end, le vice-président de la CENI a dit qu'ils attendaient plus ou moins 6 millions d'enrôlés à Kinshasa. Non, c'est faible. C'est faible. Il n'y a pas une seule province au Congo qui a plus d'habitants que Kinshasa. Même le Katanga. Mais c'est pourquoi ils ont mis 6 millions. 6 millions se peut. Vous auriez voulu que Kinshasa peut arriver à 10 millions. D'enrôlés. Vous en avez mais la peur, oui, la peur, c'est que le gros des Kinois n'est pas pour le pouvoir. C'est ça la démarche. Il faut chercher à diminuer, à retarder les choses à Kinshasa. Et ça, c'est ce que nous ne pouvons pas tolérer. Quels que soient les échappatoires et l'argumentaire qui est avancé pour dire, voilà, il y a 69 centres qui sont déjà ouverts, opérationnels, il est dit, mais dans la mobilisation, dans l'enrôlement par centre, nous aurons des difficultés. Nous avons vu toutes les difficultés aussi des policiers et autres qui exigent qu'on paye pour accéder dans la salle. Tout ça, ça rentre dans le cheminement, dans le schéma, dans le cadre de pouvoir retarder les choses. Donc, il n'y a pas élection. J'aimerais quand même savoir, vous dites que Kinshasa n'est pas pour le pouvoir. Est-ce que les résultats d'un sondage que vous avez initié, qui avez-vous interrogé, qui vous aurait dit que moi, je ne suis pas pour le pouvoir, ainsi de suite? Mais il faut côtoyer la population. Celui qui côtoie la population, nous qui sommes du côté de notre peuple, qui vit les affres de ce régime finissant, ne peuvent dire que oui. Et vous savez que ça a l'avantage d'avoir tous les médias puissants qui sont ici informés à la loupe et à l'heure, à temps réel. Et je crois que le Kinois a une autre perception de la politique que ce qui se trouve dans l'arrière-pays. C'est différent. Donc, vous vous fiez à ce que les gens que vous rencontrez vous disent, mais vous n'avez je suis un opérateur. Non, ça ne demande pas un sondage. Suivez les radios et la télévision, suivez Molière. Tout ceci, ce sont des éléments qui nous permettent, nous, à pouvoir tirer des conclusions. Et nous avons nos bases politiques qui côtoient au quotidien ceux qui souffrent, ceux qui meurent de faim, des maladies dans ce pays, et nous avons tous les éléments. Donc, on peut dire à 80% les Kinois ne soutiennent pas ce régime. Et alors, il faut le punir peut-être en diminuant le nombre d'électeurs. C'est ce que nous aurons demain. C'est ce que nous allons voir. Alors, ce matin, mon confrère Mike Mokebai, je dirais mieux, mon ex-confrère. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus journaliste actif. Présentait une carte d'un enrôlé dans l'ex-Équateur, la personne sur la carte, parce que
on s'enrôle et on vous filme, séance tenante, mais la carte portait le visage d'un enfant qui n'a pas encore dépassé 10 ans. Est-ce que vous croyez que des cas comme ça peuvent apporter ou porter atteinte sur le processus dans son ensemble? Oui, dans l'ensemble, c'est ça la tricherie, la base même de la tricherie. La base de la tricherie, c'est ça, et c'est pourquoi, avant qu'on organise des élections, il y a un audit du fichier électoral, où il faut éliminer les doublons, et tous des cas pareils doivent être éliminés, et lorsque c'est certifié, c'est alors que la CENI pourra s'engager, il y aura un contrôle. Alors, il y a une question qui me vient en tête, Monsieur Iwanga. Vous, de l'opposition globalement, qui avez pris langue avec ceux de la majorité présidentielle au centre interdiocésain, vous aviez proposé des changements au sein de la CENI. Oui. Mais quand il s'est agi du partage du pouvoir, vous avez carrément fermé les yeux sur les autres aspects. Vous vous êtes focalisé sur le partage du pouvoir et la question de la CENI n'a plus été évoquée. Non, mais est-ce que vraiment... La question de la CENI a été évoquée. L'UDPS a écrit pour qu'on retire celui qui est comme rapporteur. Sans suite. Ça a été bloqué. Vous avez suivi dernièrement que le MLC a pu quand même avoir le poste de questeur. Ça, ce sont des arrangements, mais nous ne sommes pas focalisés. Non, ça c'était déjà son poste. Oui, mais le MLC n'a fait que changer d'acteur. Mais justement, ça veut dire que vous avez proposé le changement de la structure de haut en bas. Non. Je crois, de bonne mémoire, nous avons plutôt demandé que ceux qui représentaient les partis politiques, plus précisément l'UDPS et certains partis, sûrement du G7, ils pouvaient retirer leurs hommes qui n'avaient plus le moral qui était le nôtre, on pouvait changer. Je crois que la démarche était ainsi, ce n'était pas de basculer tous les... Résultat. Oui. Résultat de cette proposition, de cette option. C'est un fiasco, là. Ça a rencontré le mur de refus du pouvoir qui n'a pas voulu que les choses avancent, parce que le pouvoir qui a déjà dompté, domestiqué ceux qui sont avec lui, a peur de provoquer un changement pour que les secrets ne soient dévoilés. Nous connaissons ça. Ce sont les prémices d'un fiasco électoral qui vous attend également. Mais c'est question de savoir si c'est eux qui vont organiser ces élections. Et ça aussi, c'est une autre question. Est-ce que ce sont ceux qui dirigent aujourd'hui la CENI et autres, c'est eux qui vont superviser des élections, parce que les lendemains vont nous apporter d'autres réalités que... Comme quoi? De réalité ou d'évidence, où certaines exigences feront que la CENI peut être... C'est pourquoi nous avons initié le CENSA. C'était pour qu'on n'avait pas tellement confiance à la CENI, il fallait avoir une structure qui pouvait avoir un droit de regard. Maintenant, la CENI est en train de procéder à l'enrôlement. Vous venez d'évoquer le cas de cet enfant-là. Mais il n'y a pas de contrôle. Nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de bourrer dans le fichier, dans les serveurs. Nous ne savons pas. Et c'est pourquoi il fallait le CENSA, avec une personnalité forte qui pouvait à même d'avoir le regard, le contrôle sur toutes ces questions. Mais le pouvoir a eu peur. C'est pourquoi ils ont fabriqué le CENSA, un autre rassemblement, croyait donner le CENSA à celui-là. Maintenant, ils se rendent compte que c'est difficile de confier les CENSA à celui qui a été proposé par eux. Ils ont tenté de nous le remettre. Vous avez appris qu'une délégation de la majorité a rencontré les gens du RASOP autour du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. La proposition, c'était on vous remet le CENSA. Nous avons dit que cela n'a pas été notre préoccupation et que quand vous dites que le partage du pouvoir, ça n'a jamais été la préoccupation, du moins aujourd'hui, du RASOP, du Rassemblement. Alors vous dites que ça n'a jamais été la préoccupation... Non, aujourd'hui, la préoccupation... Pourquoi vu comment vous avez failli vous démembrer et vous diviser, si cela n'a pas déjà été fait à 30 ou 40%. Non, le problème ici, c'est de savoir pourquoi nous avons exigé la primature.
et le CNSA. Et pourquoi? Mais nous avons exigé la primature parce que c'est la primature qui doit donner les moyens pour qu'on aille vite aux élections. Avec la primature de monsieur, mon frère Tchibala, il n'aura jamais de moyens pour soutenir la CENI. Il y aura toujours des échappatoires. D'ailleurs, on va dire que tous les 3 mois, je crois qu'il commence déjà son 2e mois, et quand il va quitter, s'ils ont encore le temps, encore de décider, ils pourront peut-être trouver quelqu'un d'autre ailleurs. Mais la démarche, c'est que, avant de nommer notre ministre, même si le professeur Mova avait dit ça, mais on commence par prendre langue avec vous, et vous allez aussi dans ces négociations-là. Ouais, je crois que le problème aujourd'hui, ce n'est plus de négocier. Le problème, c'est l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est ça, qui a été sanctionné par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus nous voir pour des négociations. Mais le problème, c'est que le temps est devenu le plus grand ennemi. Parce que le 31 décembre 2017, cet accord tombe. Mais qu'est-ce que devient tout ce monde-là? Tout ce qui nous dirige aujourd'hui. On vous appellera toujours au dialogue. Mais sous quel format? Sous quel format? Vous allez reconduire les institutions. Vous êtes sûr? Et voilà, les choses vont beaucoup changer. Ça a toujours été fait comme ça. Oui, ça a toujours. Il y aura une rupture au niveau de la tradition. Parce que le 20 septembre, ou au plus le mois de septembre, je crois que le Conseil de sécurité doit faire le bilan de l'exécution de l'accord. Et nous, au niveau du RASOP, nous allons en conclave pour prendre aussi des résolutions afin que les impairs d'hier ne puissent plus se reproduire. Les sanctions contre les personnalités congolaises, il y en a 9, mais les sources bien informées disent que la liste est plutôt longue. Alors, que la communauté internationale, plus précisément l'Union européenne, cible des personnalités congolaises pour les sanctionner. Ne trouvez-vous pas, là j'en appelle à votre sens des scientifiques, qu'il y a un peu d'excès dans les chefs de ce que nous appelons peut-être abusivement communauté internationale? Je crois qu'ils partent de faits avant d'accuser l'autre. Il faut partir de faits. Ce n'est pas la communauté internationale qui entretient la confusion au Kasaï. Ce n'est pas la communauté internationale qui fait que le franc congolais aujourd'hui n'est plus stabilisé. Ce n'est pas la communauté internationale qui demande qu'on égorge les gens à Béni, ou des viols, ou le pillage systématique de nos richesses, ou une corruption généralisée. C'est nous. Et lorsque vous êtes responsable et que vous n'arrivez plus à garantir la vie, la liberté, la protection des personnes et de leurs biens dans votre pays, vous devenez un danger non seulement pour votre pays, mais aussi pour la communauté internationale. Et je crois que les sanctions rentrent dans le cheminement de pouvoir faire pression. Faire pression à un régime qui a échoué sur toute la ligne. Le bilan est macabre. Alors, il faut faire pression. Et ce sont des pressions pacifiques. Vous savez, certains, depuis qu'ils sont frappés, ils ne parlent plus. Ils n'en boivent plus comme avant. Et ça dit que... C'est qui ces certains-là? Certains, parmi les 9. Il y a de ceux qui guerroyaient partout ici, mais aujourd'hui, ils sont devenus disciplinés et laconiques dans le langage. Ça veut dire qu'il y a des effets. Et le résultat escompté, c'est quoi? Vouloir, c'est pouvoir, c'est conformer à l'accord qui a été signé et pouvoir quitter le pouvoir. M. Kabila doit partir et nous laisser organiser des élections. Mais le fait que lui refuse, il est hors mandat et il refuse de quitter le pouvoir, les conséquences seront toujours incalculables. Monsieur Wanga, dans un passé récent, un membre de l'UDPS, allié de l'UDPS, un allié de l'UDPS, a déclaré que le rassemblement n'était pas une plateforme électorale et que M. Moïse, dont vous avez parlé tout à l'heure, ne doit pas prendre le rassemblement comme une plateforme électorale. Non, bon, d'abord, il faut considérer que le monsieur-là, M. Tshimanga,
il est un allié de l'UDPS, il n'est pas de l'UDPS. C'est ça. Et l'historique des alliés, nous savons ce que ça fait. Et lui, il n'est pas dans le cœur nucléaire de décision lorsque le chef... Dans le secret de Dieu. Oui, le chef de plateforme décide des choses. Nous savons que le rassemblement, ce n'est pas une plateforme électorale. Ça, nous le savons. Mais Katumbi a déjà une plateforme électorale qui est l'alternance pour la République. Je vous ai dit que j'en étais le secrétaire exécutif. Tout à fait. Bon, les propos qui n'engagent que sa personne ne peuvent pas affecter l'honorabilité du rassemblement. Notre objectif aujourd'hui, c'est voir de manière démocratique, pacifique, voir M. Kabila partir et prendre le destin de notre pays en main. Et souvent, des gens comme ça, quand ils sont recrutés, ils veulent jeter le pauvre, le désordre dans la maison. Je dis que ce que dit ce monsieur n'engage que sa personne, ça n'engage pas le rassemblement. Et nous allons saisir, au niveau de l'alternance pour la République, le patron des alliés, je crois que ça doit être François Mwamba, pour qu'il rappelle le jeune homme à l'ordre. Parce que nous savons, et Félix l'a dit clairement, que le rassemblement, lorsque nous allons décider que ça devienne une plateforme électorale ou pas, c'est à nous à décider et nous choisirons celui qui pourra être notre candidat. Aujourd'hui, il y a M. Katumbi qui est candidat, Fayou est candidat, l'UDPS n'a pas encore désigné, mais l'UDPS aura un candidat, peut-être quelqu'un d'autre, et ensemble, le rassemblement va se décider. Donc on ne peut pas suivre les émotions des illuminés qui croient que, parce qu'il dit ça, peut-être qu'il a des comptes à rendre au président Katumbi, mais il doit savoir que Katumbi c'est un homme d'État, et il va travailler pour ce pays avec deux Congolais qui aiment qu'on aille dans la même direction. Monsieur Wanga, vous croyez véritablement que l'exigence que vous présentez, celle de dégager, une exigence dégagiste, est-ce que le fait que l'autre dégage, que vous veniez, c'est l'expression de faire passer ce pays du négatif au positif? Les Chinois disent, vous partirez du yin au yang. Moi je pense que l'essentiel c'est de commencer quelque part. Ce régime a montré ses faiblesses, ses insuffisances même, ses limites, manque d'inspiration aujourd'hui, et c'est devenu un danger pour le pays, et pour eux-mêmes aussi. C'est-à-dire ceux qui nous dirigent. Le moment est arrivé pour qu'ils partent. Et il y aura toujours un jour un groupe de Congolais qui pourront redresser ce pays, le mettre sur le rail du développement. Mais nos amis ont montré leur insuffisance, ils doivent partir, ils n'ont pas à s'accrocher au pouvoir. Et nous disons que si nous venons, nous n'allons pas venir avec une baguette magique, nous allons demander à notre peuple de travailler, le travail, et lutter contre le fléau que ce régime a fortifié. La corruption existe partout, mais ici c'est devenu endémique. Et puis le pillage des ressources, et puis aussi chercher le bonheur et le bien-être du peuple congolais. Ça, ils ont oublié. Mais jusqu'où irait-on? À partir de 9 personnalités ciblées par l'Union européenne. Puis, l'affaire Alexis Thambwe Mwamba. Dans l'entretemps, dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a des événements de nature à porter atteinte sur ce que les juristes appellent les droits imprescriptibles. On tue, on égorge, ainsi de suite. Jusqu'où iront-on? Bon, vous parlez de cas par exemple d'Alexis Thambwe Mwamba. Vous savez, c'est un homme qui a manifesté un comportement qui n'est pas propre à un compatriote. Quelqu'un qui a beaucoup fonctionné. C'est quel compatriote? De nombreux innocents comme des Mouyambo qui sont en prison. C'était presque devenu, je commence par Mouyambo, c'était devenu son problème personnel de Mouyambo. Il y a le cas de Katumbi, c'est devenu son affaire personnelle. Diomi Dongala, non, ça c'est son affaire personnelle. Et je me souviens quand nous étions dans le comité préparatoire avec Kodjo, je l'avais
presque assommé pour qu'on libère des prisonniers, Christopher notamment, parce qu'il n'y avait pas de raison. Il s'est mis debout avec orgueil en disant que c'était une propriété à lui et que les libérations, c'est lui qui devait disposer. Et nous disons que ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est la conséquence de son comportement. Vous savez ce qui s'est passé dans les années 98, lorsqu'un avion a été abattu, comment il s'est tapé la poitrine pour reconnaître la paternité de cette attaque. Congo Airlines. Même si aujourd'hui il est en train de dire qu'il n'était pas chef, mais il était impliqué. Il était impliqué à 100%. Nous disons que là où il y a la justice, que cette justice soit faite, parce qu'il y a des éléments pour qu'il soit poursuivi. Il n'y a pas de raison qu'on lui donne un seul instant de pouvoir s'amuser comme il le fait au pays ici. Mais moi je crois que Alexis Tambo Mwamba va revenir. Revenir, mais il y a un dossier ouvert sur lui et qui va le poursuivre partout. Il doit être poursuivi. Alors, dans le dernier développement de l'affaire, on cite également sa fille Fleur Ngalula Tambo Mwamba. Elle est citée par la justice belge sur le détournement des biens publics. Est-ce que c'est pas de l'amalgame? Est-ce qu'on cherche je crois qu'il n'y a pas d'amalgame. Le régime lui-même est très corrompu. Vous avez suivi le Panama Papers, beaucoup de dossiers à travers le monde, le pillage de nos ressources, nos minéraux, nos concessions minières qui sont vendues à vil prix et récupérées par autrement. C'est tout ça qui rentre dans ce régime généralisé de corruption. Et je pense que si cette justice internationale peut nous aider, ça n'est qu'une très bonne chose. Ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas parce que si vous allez à la Banque centrale ici, il y a plus d'une vingtaine de sociétés écrans qui chaque mois sont en train de toucher l'argent au niveau de la Banque nationale, Banque centrale, et quelqu'un m'est suspendu sur le cœur me dit beaucoup de ces sociétés, sur l'avenue, il y a 500 parcelles, maisons, et vous aurez le numéro 502, c'est là où se trouve la société en question. Et quand les gens de contribution de la DGI vont pour les chercher à raconter les responsables, ils ne sont pas là, alors qu'ils sont en train de piller la Banque centrale. C'est connu de tous. Nous sommes en train de rassembler tous ces dossiers-là. Tout ce qu'ils construisent des immeubles, tout ce qu'ils font de grandes concessions, ainsi de suite. Ça va, vous le faites au pays, ça va. Mais il y aura un moment où nous allons demander, vous avez été financé par quelle banque, où est l'origine de votre argent, et si c'est... La communauté internationale a dit clairement qu'elle avait l'intention d'initier des enquêtes par rapport à ce qui se passe dans le Kasaï. Oui, c'est ce que nous attendons. Alors, parce que la République dit enquête, oui, mais moi je prends la présidence de cette équipe-là. C'était une distraction. La communauté internationale dit non. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que les gens viennent enquêter chez vous et qu'ils puissent vous ignorer totalement? Et si vous êtes complice vous-même, vous savez, Kadhafi a eu des problèmes, pourquoi? Parce que la même communauté internationale a considéré que Kadhafi était en train de tuer son peuple. Mais les 43 fosses communes qui sont dans les Kasaï, vous voulez nous dire que toutes les fosses ont été construites par les Kamunasap? Et si c'est ça, laissez la communauté internationale venir. La communauté internationale, c'est une ingérence humanitaire. Parce que vous êtes incompétent. Parce que vous n'arrivez plus à garantir la sécurité des personnes et des biens dans votre pays. Parce que vous constituez être le danger même pour la communauté internationale. Imaginez que le Congo implose. C'est pourquoi nous attendons cette communauté internationale. Nous félicitons l'engagement américain et de l'Union européenne pour qu'ils descendent dans ce pays. Et quand ils disent qu'ils veulent prendre la tête, vous savez, il ne faut pas affronter cette communauté internationale. Et le Congo a eu toute une histoire là-dessus. Vous savez, avec Lumumba, on a eu des confrontations avec la communauté internationale. Nous connaissons les résultats. Lumumba. Mobutu, qui était le chouchou de cette même communauté internationale, lorsqu'elle a haussé les tons
nous connaissons le résultat. Mouzé, quand il est venu dans ce pays ici, et qu'il a eu des problèmes avec la même communauté internationale, le résultat est là. Il a raccroché le téléphone. Oui, il a raccroché le téléphone à Madeleine Albright. Le résultat est là. Mobutu qui a eu des racines, et je comprends quand mon frère, le secrétaire général du PPRD dit on leur donnera 3 mois, Mobutu a fait 7 ans parce qu'il avait des racines profondes. Mais eux n'ont pas de racines. Vous ne pouvez pas faire 3 mois pendant 4-5 ans. Ça ne passera pas. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils n'ont pas de racines? Ils n'ont pas de racines. Ils sont là, ils sont en train ils n'ont pas de racines. Vous n'arrivez pas à les Ça, ce n'est même pas une résistance. C'est parce que il y a la communauté internationale et notre peuple qui n'a pas encore appuyé sur le bouton. Je veux dire ceci. Je suis conscient, et c'est malheureux pour notre pays, à plus de 50 ans presque 60 ans d'indépendance. Bientôt 57 ans. Oui, et que nous soyons toujours dépendants à cause de manque de vision, de leadership et d'engagement républicain de nos leaders. Parce que si la communauté internationale s'immisce, parce que nous avons un comportement enfantin, de gamin, c'est ce qui fait qu'elles viennent à tout moment. Je disais, dans ces combats avec la communauté internationale, je ne vois pas. Bébé. Oui, bah, oui, voilà. Je dis que dans ces combats-là, j'ai terminé par Mouzé, je ne vois pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui résister. C'est pourquoi nous disons, au niveau du RASOP, que le moment est là pour que M. Kabila s'implique dans la logique de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est pour qu'il sorte par la porte, la grande porte. Mais vouloir esquiver l'accord, contourner l'accord, c'est chercher à sortir par la fenêtre. Et notre peuple, fort de l'article 64 de la Constitution, sera disposé à celui qui s'entête à le faire propulser par la fenêtre. Et ça, c'est un droit d'un peuple qui doit s'assumer. Nous ne sommes pas une opposition militaire, mais la pression populaire accepte ce prévailleur. Je ne suis pas ici pour dévoiler tout ce que nous avons décidé dans le conclave, mais je crois que notre conclave va communiquer. Vous avez suivi le président Félix qui a dit qu'au-delà du 31 décembre 2017, pas un jour de plus, mais est-ce que nous arriverons très loin comme ça? Il faut que les choses se règlent rapidement. Et nous disons que nous n'en nous acharnons pas contre un individu. Mais nous disons à M. Kabila que son mandat est terminé. C'est le moment de plier bagage calmement et partir par la grande porte. Et s'il refuse, on va l'aider à sortir. C'est parce qu'il refuse. Monsieur Wanga, tout à l'heure, vous disiez satisfait de l'intervention de la communauté internationale dans ce qui se passe dans le Kasaï, mais il y a peu, on a enterré des femmes vivantes à Mwenga, à Kasika. Mais vous n'avez pas réclamé l'intervention de la communauté internationale. Donc, celles qui sont décédées à Mwenga, à Kasika, ne sont pas du genre humain comme vous. Non, mais vous posez ne là. sont pas de la même nature que ceux qu'on enterre dans le Kasaï, qu'on égorge, qu'on décapite. Mais non, mais écoute, c'était supposé que les Congolais, partout d'où qu'ils se trouvent, lorsqu'une vie se perd, c'est une perte pour la nation. Alors, nous disons ceci, l'incident de l'avion, Cal, qui a été bombardé par Tambwe, c'est Tambwe qui a affirmé, nous avons bombardé. Mais Tambwe dit que il n'a pas dit j'ai bombardé. Non. Oui, nous. Ça peut être un nous majesté, c'est-à-dire ça peut être lui ou les autres. Mais il spécifie en disant ce sont le commandement militaire. Voilà. Mais la liste est connue, c'est-à-dire que demain, le dirigeant du RCD devront passer devant la barre. Et non seulement pour l'avion, mais je crois que tous qui ont tué, tous qui ont les mains sales, les gens ici ont l'habitude, quand vous tuez le Congolais, vous vous réfugiez au sommet de l'État pour se cacher, occuper des pouvoirs, et croyant qu'il y aura un tribunal sur le Congo un jour.
Il y a eu un tribunal sur le Rwanda et sur beaucoup d'autres pays, mais nous allons un jour exiger un tribunal pour le Congo pour que tous qui ont sali leurs mains, tous les assassins en nom propre, devront être poursuivis dans ce pays. L'impunité doit cesser parce que nous sommes un pays qui aspire à la démocratie. Il faut éviter que ceux qui ont les mains sales viennent perturber à tout moment le bon rythme du pays. Alors, vous êtes un ancien gouverneur. Je rappelle que vous fûtes gouverneur dans la province de l'Équateur. La Grande Équateur. Et j'ai eu le bonheur de venir vous visiter quand vous étiez effectivement gouverneur. Mais aujourd'hui, les gouverneurs, je l'ai dit tout à l'heure, tombent les uns après les autres. Le dernier cas en date, c'est monsieur le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chisambo, qu'on cite. Mais il n'est pas encore tombé. Il n'est pas encore tombé, mais également la gouverneure Marie-Thérèse Guérimbeau du Nord Ubangi, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qui se passe avec le gouverneur? Mais d'abord, c'est l'impréparation. La décision a été prise par un coup de colère. Parce qu'il fallait neutraliser Moïse Katumbi, qui gênait l'action du pouvoir au Katanga. Et une manière pour l'écarter du pouvoir, on a manqué du courage de demander à Katumbi de démissionner, c'était d'appliquer la décentralisation. Ça pouvait s'arrêter au Katanga, mais ils étaient gênés quelque part en disant, mais nous le faisons pour le Katanga. Ça sera perçu comme un acharnement contre un individu. On généralise la mesure. Le pouvoir lui-même est dépassé, débordé. Les États-Unis ont 52 États. Les 52 États n'ont pas été montés le même jour. Et un État, c'est une étoile. Le financement d'une étoile, il faut asseoir les structures. Les gouverneurs qui sont là, d'abord, le gouvernement central n'a même pas tous les moyens qu'il faut pour que les provinces tournent. Ils ont de petits montants, et lorsqu'il faut tourner une province qui ressemble à une république, vous donnez les cas du Nord Ubangi ou du Sud Kivu, ben, je crois que le Sud Kivu est plus grand que le Rwanda. Le Sud Kivu est plus grand que la Belgique. Mais imaginez l'arsenal belge pour gérer ces petits États. Et au Sud Kivu, le gouverneur, le peu d'argent qui rentre, et si le gouverneur est viveur, je dis un exemple, mais c'est tout l'argent qui part dans les casinos. Ou si le gouverneur a beaucoup d'engagement, il risque à bouffer la part du lion. Tel n'est pas ce qui est demandé, mais je pense que c'est l'impréparation qui fait qu'il faut revenir sur toutes ces questions pour remettre le pays sur rail. Et puis aussi, les gens sont fatigués. Les gouverneurs sont là, et la décision d'amener les gouverneurs au plus près de la population, c'était de résoudre les problèmes de la population. Rapprocher l'administration du peuple. Mais on se rend aujourd'hui compte que les gouverneurs ont plutôt amené des problèmes et que dans les provinces, il y a maintenant la résurgence de clans, de tribus, et ainsi de suite, de bagarres, et les moyens n'étant pas là, les députés provinciaux qui sont là, beaucoup n'ont pas été formés dans la gestion parlementaire d'une province qui doit tourner comme institution. Ils sont là, ils attendent de l'argent. Les plus malins, ils savent partager des moyens des provinces riches comme le Katanga. Pardon, oui, je parlais du Katanga. Je veux parler de Kinshasa, du Kasaï oriental. Les gouverneurs s'arrangent à partager le butin avec tout le monde, c'est pourquoi ils sont calmes. Mais là où les gens peuvent prendre de l'initiative, par exemple, aménageons les routes, les écoles, mais ils ont des problèmes. Donc c'est le fruit d'une impréparation, d'une précipitation inconsidérée qui nous amène dans le désordre et le désarroi. Et il faut rapidement que lorsque nous prendrons le pouvoir, remettre les choses sur rail, et s'il faut agréer une province, réunir toutes les conditions qu'il faut pour que ça fonctionne comme une institution. On va examiner au cas par cas les provinces. Il y a des provinces incapables de décoller. Alors, et on pourra voir. D'autres disent que votre République démocratique du Congo est trop grande pour vous. Il faut la balkaniser. Vous venez de dire ici qu'il y a même des provinces qui valent
2 fois, 3 fois plus que certains pays européens. Est-ce que finalement, ces gens qui professent la balkanisation n'ont-ils pas raison? Ils n'ont pas raison, parce que le Nigeria est plus grand que nous, l'Algérie également. On n'a jamais pensé à balkaniser ce pays. Ce qui est arrivé au Soudan, il y avait une cassure. Il y avait la partie chrétienne et animiste et la partie arabe. Et monsieur le président du Soudan, il a brillé par, je dirais, les génocides contre une certaine race de son pays. Notre pays, nous n'en voulons pas et il n'y aura pas balkanisation. La difficulté que nous avons, c'est un problème d'hommes et de vision. Et aussi savoir incarner la grandeur, la centralité de notre pays au sein du continent, qui doit être perçu comme un modèle de développement, un modèle de sécurité et un modèle de puissance ensemble. Alors, si vous avez des gens qui viennent pour la jouissance, qui viennent aussitôt arriver, vous changez de véhicule, vous construisez des châteaux, ça ce n'est pas le Congo. Le Congo, vous avez vu à travers le monde, M. Mao Tse-tung, mais sa famille n'a pas construit des immeubles chez lui, mais ce sont de citoyens qui ont pris conscience. C'est pourquoi nous avons créé le Front citoyen pour la République. Parce que le bilan, c'est quoi? Notre peuple est presque orphelin. L'élite joue un très mauvais rôle. L'élite est dans tous les coups pour essayer de déstabiliser l'engagement de notre peuple vers le développement. Et c'est pourquoi à un moment, il n'y a pas que toute l'élite, il y a des Congolais qui sont disposés à voir notre pays décoller, et je crois ensemble nous pouvons espérer et croire que le Congo n'a pas de droit de désespérer et que nous deviendrons véritablement une grande puissance. Il nous reste moins de 3 minutes. Répondez-moi de manière concise. Le ministre d'État à l'économie lance une campagne de lutte contre la fraude et la corruption. Je rappelle qu'il vient de l'UDPS. Est-ce que vous croyez qu'il pourra vraiment relever ces défis de combattre la corruption dans notre pays? Non, impossible. Il ne saura pas. Et vous croyez que vous, quand vous viendrez aux affaires, vous saurez? Mais oui, mais c'est un effort d'engagement patriotique. Il ne saura pas, vous saurez. Il ne saura pas parce que lui, il est tombé comme un cheveu dans la soupe, dans un système. Vous voyez le cas de Tchibala. Tchibala est là, la banque centrale est contrôlée par M. Kabila. Il a mis son homme là-bas. Les régies financières, il a mis ses hommes. Tout l'économie, c'est lui qui contrôle ça, les finances. Le ministre des Finances, c'est lui qui contrôle ça. Donc, même pour organiser des élections, tout dépendra de l'humeur de M. Kabila s'il dit donner l'argent ou pas. Donc, tous qui sont venus, chacun va tirer son petit morceau, changer de costume, acheter une voiture, acheter une maison, et puis se retirer et l'histoire continue. C'est pourquoi le schéma de l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est de provoquer une rupture. Parce que ces jours-là, si nous reprenons les choses en main, l'OFIDA, je crois, ils appellent ça l'OFIDA, bon, prenons ça l'OFIDA, l'Office de douane. DGDA. DGDA. Vous prenez DGI, vous prenez DGRAD, le ministère des Mines, tout ce qui donne l'argent au pays, c'est contrôlé par M. Kabila et ses hommes, le circuit financier. Toutes les banques ici. C'est une arme fatale contre le peuple de développement. Donc, ceux qui entrent là-bas, ils vont pour un petit stage et ils vont se retirer. Je connais le ministre de l'économie, c'est un ami très intelligent. Et en dépit, Kapika, en dépit de sa bonne foi, il tombe dans la soupe, c'est fini. Alors, s'il venait vous demander conseil, que lui conseilleriez-vous? Non, je lui dirais seulement que vous vous êtes trompé. Est-ce que vous pouvez avoir le courage de démissionner pour rejoindre le camp du peuple très rapidement? Vous retenez bien ce que vous dites dans cette émission. Je le dis à haute voix. Un jour, je vais vous sortir cette émission. Mais vous le sortirez. Et je vais vous demander. Alors, la dernière question, monsieur Jean-Bertrand Iwanga, le directeur de cabinet du Premier ministre lance un communiqué, une lettre officielle. Il dit: tous ceux qui détiendraient une voiture, un véhicule quelconque de la primature reçu indûment, il a 72 heures pour
le remettre. Vous croyez qu'un tel message peut produire des effets? Aucun effet. Et lui-même s'expose. Parce que lorsque le gouvernement va sortir, on va lui envoyer un tel message aussi. Non, vous savez, même au niveau de la primature, il y a des conseillers chefs coutumiers que le pouvoir a placés là-bas qu'on ne peut pas bouger. Il ne nous reste qu'une minute. Mais justement, j'ai dit que ça c'est vraiment distraire l'opinion. Il distrait l'opinion. Je ne vois pas quelqu'un qui a pris le véhicule. Quand des gens se tapent des millions de l'État, arrachent des immeubles de l'État, construisent à leur guise, c'est un petit véhicule. C'est ça. Vous voulez dire que l'État existe à cause de ça? Non, ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas. Mais il n'est pas permis non plus de prendre, quelle que soit la grandeur. Mais c'est l'environnement, le climat, à l'État. La politique encourage. Monsieur Bertrand, regardez votre objectif. Mettez le pays en perspective. Comment voyez-vous la République démocratique du Congo demain, vous? L'obstacle aujourd'hui, c'est le régime Kabila. Et je crois que tous les Congolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, sont déterminés à relever les défis énormes de l'affirmation du Congo comme une grande puissance et du Congo comme un peuple grand qui doit d'abord bénéficier de richesses que le bon Dieu a mises dans son pays et s'engager au travail. Et le travail productif, le travail qui nous permet d'aller de l'avant, sortir du conglomérat de corruption, de pillage des ressources et autres, et s'engager résolument pour un pays où il fera toujours beau vivre. De tout cœur, je vous remercie, Monsieur Bertrand Ewanga. Vous êtes président national du Front citoyen pour la République. Vous êtes également secrétaire exécutif de l'Alternance pour la République. Vous êtes membre du Conseil des sages du Rassemblement. Vous êtes également chef des travaux, doctorant. Vous préparez votre thèse de doctorat en linguistique africaine. Vous nous rappelez encore le titre, c'est comment encore? L'africanistique. L'africanistique. Voilà. Donc merci et bonne chance. Merci beaucoup. Nous pensons que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites pour la République, c'est-à-dire pour le bien-être de tous et de chacun. Sinon, nous serions de l'autre côté déjà. Plein succès. Rien que et ça. à la prochaine. Merci bien, merci bien. À la prochaine. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya wana biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango.